Le sens de mon propos portera sur l'engagement chez les jeunes et sur le militantisme en général, dans ses différentes composantes et surtout, plus largement sur sa nécessité. Permettez-moi de sortir les notes de mon discours. Donc, je souhaite parler aux jeunes. Il faut savoir que je suis issu d'une génération particulière. Je suis né en 2000, ce qui signifie que j'appartiens à la génération Z. Aucun amalgame, évidemment, avec le mouvement de jeunesse d'Éric Zemmour, quoique. C'est-à-dire donc ceux nés en 2000 et juste après, même si ce que je vais dire est tout à fait valable pour des gens nés également un petit peu avant. Pour bien comprendre cette génération, il faut comprendre une chose. Nous avons la caractéristique notable d'avoir toujours connu Internet, d'avoir toujours connu plus ou moins les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. C'est quelque chose qui s'illustre dans de nombreux phénomènes électoraux de ces dernières années, où on a vu un rôle joué par ces réseaux sociaux, notamment et également par des biais plus alternatifs, comme des boards tels que 4chan, même par les forums de jeuxvideo.com. On a vu la victoire du Brexit en Angleterre en 2016, qui devait aussi à une campagne menée sur les réseaux sociaux, la victoire de Trump la même année aux États-Unis. On a vu un fourmillement idéologique, de nombreuses idées de notre camp qui étaient partagées par des acteurs, des activistes 2.0, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Donc, Internet a constitué pour ma génération, et même, comme je le disais, ce n'est même un peu avant, dans les années 90, une base, une formation, un cercle de réflexion et de débat sur des principes fondamentaux de la droite nationale. Ayant connu, voire même plus péchu, ayant connu lorsque j'étais au lycée les grandes heures d'un certain site internet tenu par un breton expatrié au pays du soleil levant, je sais de quoi je parle. De défouloir également, donc. Mais il convient également d'en souligner les limites de cette bulle internet, ses pièges, et c'est en partie aussi le sens de mon propos aujourd'hui, à savoir de souligner la nature essentielle du travail et du réseautage de terrain dans la vraie vie, pourtant vitale et nécessaire, en complément des quelques réflexions et actions que l'on peut mener sur les réseaux sociaux. Si Internet et les réseaux sociaux, comme je l'expliquais, peuvent être des outils formidables de débat et de confrontation, ils tentent également à créer un entre-soi. Et les algorithmes sont faits de façon à ce que l'on ait en permanence des suggestions, des publications, des relais qui partagent nos idées. On s'enferme très facilement dans une bulle sur Internet. On se berce très facilement de la conviction que l'ensemble de la société partage nos idées. Et c'est quelque chose qui, permettez-moi de le dire, a été flagrant durant la campagne de Zemmour. C'était une campagne de tweetos, de militants 2.0 qui relayaient des informations sur Discord. On voyait toutes les semaines des sondages qui nous disaient qu'on allait être grand gagnant de l'élection, voire même élu au premier tour, je n'exagère qu'à peine. Cette pensée unique, elle a aussi l'effet néfaste de laisser croire à certaines personnes que cet engagement militant sur Internet suffit, qu'il est suffisant et qu'il ne saurait être complété d'une quelconque manière par un engagement réel. Il crée un dégoût lors de la défaite, tel que ça l'a été par les 7% de Zemmour, qui, bon, n'a pas fait un score non plus catastrophique, mais qui était décevant au regard de cette bulle cognitive dans laquelle baignaient ses militants. Et plus encore, il donne l'illusion à certains individus que les réflexions ultra-radicales que l'on peut se permettre d'avoir sur Internet, comme le disait notre ami Nups à l'instant, donnent une forme de légitimité, qu'elles permettent, comme le disait très bien Thomas Joly il y a peu, de décerner des brevets de radicalité ou de tiédeur à ceux de la droite nationale qui s'affichent avec leur nom et leur image pour porter un programme. Trop de gens, trop de jeunes se contentent donc de cette bulle Internet qui leur est confortable. Ils tirent les constats, font les conclusions, mais ne s'engagent pas. Pire encore, l'engagement réel est parfois pris de haut, dénigré. Beaucoup considèrent que rien n'est jamais assez bien pour eux, qu'aucun mouvement ne correspond à 100% à leurs idées, se posant donc, comme je le disais, en juge. D'autres encore, et je l'ai observé dans mon entourage, vous me direz également, mais ont une vision aberrante des mouvements et des militants de terrain. Ils relayent même tous les clichés les plus insupportables des gauchistes à leur sujet. Pour eux, on est des bouffes, on est des inutiles, on est des moulins à vent qui servent à rien. Ils sont bien plus intelligents que nous, du haut de leur forum internet et de leur anonymat, pour dire qui est utile ou non. Oubliant donc au passage qu'il y a toujours évidemment un écart monumental entre la vision qui est relayée de nos milieux par les médias gauchistes, qui, rappelons-le, sont dominants, que ce soit sur Internet ou à la télévision, et la réalité concrète. Cette absence de curiosité, ce dédain pour le réel, cette peur de la prise de risque
et de la rencontre dans la vraie vie sont autant de névroses qui, bon, sans, je le pense, être particulièrement propres à ma génération, ils sont malheureusement surreprésentés avec le phénomène de bulle des réseaux sociaux. J'ai eu l'occasion de constater cette tiédeur militante réelle lorsque j'ai été responsable de différents groupes, que ce soit la Cocarde et puis ensuite Génération Zemmour, ou même lorsque j'étais à Génération Identitaire. On voit très facilement des groupes se former sur Internet, voilà, même sur Telegram, on voit des messageries se créer pour rassembler les militants d'un secteur. On envoie une fraction de ces militants se réunir pour un premier pot de lancement, et puis très vite, on se retrouve avec un noyau dur sur une cinquantaine de personnes, de 5-6 militants qui sont prêts à aller faire des actions régulièrement, à faire des collages, à aller vers la population, à affirmer leurs idées dans le réel. Les autres restent nombreux, ils ne sont pas brouillés avec nous, ils n'ont pas quitté le groupe ou pris leur distance, ils n'ont pas spécialement d'impondérables les empêchant de militer, simplement, comme je le disais, ils considèrent qu'un engagement virtuel, une carte prise virtuellement, une adhésion virtuelle à un groupe militant leur donne une légitimité. Il n'a pas besoin d'être complété par des choses aussi vulgaires que le collage d'affiches ou la distribution de tracts. Ils ne ressentent pas le besoin de participer de façon plus concrète. C'est une attitude qui va, à mon sens, de pair avec une tendance générale créée par les réseaux sociaux, un certain narcissisme, où chacun est la star du film de sa propre vie, n'ayant pas besoin de s'abaisser à des choses aussi vulgaires que l'action concrète. Mais fermons cette parenthèse, car il s'agit là encore des plus engagés que l'on peut trouver, des plus visibles. L'immense majorité silencieuse que l'on trouve sur les réseaux sociaux ou sur Internet ne va même pas jusque-là. Elle se refuse à adhérer, comme je le disais tout à l'heure, à un quelconque mouvement politique de la vie réelle, car elle ne serait pas conforme à 100% à leurs idées, préférant se vautrer soit dans des postures de radicalité caricaturale, soit opposées à l'engagement politique, un mode de vie qu'ils ont choisi, qu'ils privilégieraient. Je pense notamment, et ce n'est pas uniquement le fait des jeunes, aux chantres d'une certaine nouvelle droite, qui nous explique que nous devrions aller construire des poulaillers dans la Creuse pour préparer l'avènement du 4e Reich. Là aussi, je l'exagère qu'à peine. C'est important de faire cette nuance. Je vous renvoie d'ailleurs un sujet à l'excellent article de notre ami Bruno Hiroux sur la droite poulailler, qui résume assez bien cette mentalité. C'est important de faire cette nuance, car au Parti de la France, nous ne sommes ni un groupuscule, ni un mouvement se prétendant révolutionnaire ou cultivant le fantasme d'un coup d'État. Nous sommes un parti politique et à ce titre, son objectif est de faire de la politique, de prendre le pouvoir en adressant un programme au peuple. Pour beaucoup de gens, il est donc inconciliable d'associer un engagement politique à une vie personnelle épanouie et complète, comme je le disais. J'ai tendance à leur donner raison si leur conception de l'engagement politique est à l'image des postures ultra-radicales qu'ils se permettent d'avoir sous pseudonyme sur Internet. Effectivement, si on parle comme on peut se permettre de parler sur Internet sous couvert de l'anonymat dans la vie de tous les jours, ça va vous poser quelques soucis. Mais blague à part, c'est aussi un mantra confortable dans lequel se drapent ceux qui n'agissent pas, car ils se convainquent qu'en agissant, ils perdront tout. Leur travail, leurs femmes, la garde de leurs enfants, et bien pire encore. Alors qu'il suffit de voir cette salle face à moi, qui compte de nombreux actifs, des pères de famille, peut-être même des mères de famille, pour voir qu'un engagement intelligemment fait peut très bien accompagner, voire même tirer vers le haut des projets personnels que l'on peut avoir. Et cela a commencé par les rencontres que l'on fait. J'ai personnellement été candidat aux dernières élections législatives pour Reconquête, et j'ai pu constater que s'il pouvait y avoir de l'hostilité, elle était toujours largement compensée par la sympathie et la gentillesse que l'on peut rencontrer parmi les sympathisants, les électeurs, les gens qui partagent nos idées. Nous ne sommes pas des marginaux, nous ne sommes pas seuls, c'est important de le rappeler. Et c'est important de casser ces fantasmes de solitude dans lesquels se drapent souvent les militants virtuels de la droite nationale. Alors vous me direz, j'ai eu de la chance, et c'est bien possible, mais là aussi, je l'ai vu dans un contexte plus professionnel, mon engagement a suscité, dans le pire des cas, de l'indifférence et de la froideur. Au mieux, de la complicité et de la sympathie. Nous ne sommes pas des marginaux. Cette tenaille sur la vie professionnelle est une des armes les plus efficaces du système que nous combattons. Elle est d'ordre psychologique, ce qui signifie qu'elle n'est pas réelle. Elle se nourrit des fantasmes et des névroses de tout un chacun. Elle est parfois également cultivée par des gens qui, au sein de notre propre tendance, pourtant, ont plaisir à alimenter la déprime et le mal-être d'une certaine jeunesse, jouent sur ses frustrations sociales, économiques, sexuelles, pour lui vendre une expatriation qui serait le remède idéal. Je vais à présent parler de la question de l'expatriation. Alors, c'est un sujet qui est déjà mis à mal par l'actualité, il paraît effectivement bien à moins avisé maintenant de partir vers l'Est, si on considère que les conflits ont tendance à faire tache d'huile et à s'étendre.
mais même à supposer que l'Europe de l'Est soit un Eldorado de blancheur immaculée et de sécurité. C'est oublier que c'est une guerre idéologique que nous menons, et que ces nations qui, pour l'instant, sont relativement préservées des maux que nous déplorons en Europe de l'Ouest, sont attaquées par les mêmes idéologies qui nous ont précipités dans l'abîme. Le départ dans ce contexte est un recul, une fausse solution. Le départ consiste à repousser l'échéance de combats qui, si nous ne les menons pas maintenant et tout de suite, devront être menés par des générations futures. C'est un hédonisme mortifère, c'est la reproduction d'un hédonisme mortifère, d'un individualisme mortifère qui était celui des baby-boomers. Alors, quelle cohérence y a-t-il à reprocher à une génération de n'avoir vécu pour elle si nous-mêmes nous vivons pour nous? Si nous sommes incapables de voir au-delà de notre bonheur personnel, de nos besoins personnels, notre devoir en tant qu'individu, en tant que citoyen. J'ai vu une excellente vidéo sur Telegram d'un anglophone anonyme qu'un ami m'a partagé qui nous disait « Nous vivons à une époque où trop de jeunes hommes ont été infantilisés, où ils croient qu'ils pourront vivre de façon hédoniste toute leur vie, comme je le disais à l'instant, plaçant en permanence leur envie personnelle, leurs droits, leur bonheur, au-delà des devoirs qu'ils doivent accomplir. Lorsque nos ancêtres partaient en guerre pour défendre l'Empire en Indochine, en Algérie, alors en pleine dislocation au milieu du siècle dernier, je n'en trouve pas beaucoup qui plaçaient des considérations sur leur petit confort personnel au-delà de leur devoir d'homme et de patriote. Il s'agissait alors de guerres très meurtrières, qui tuaient quotidiennement des Français qui n'avaient rien demandé. Très rude au quotidien pour les Français, ces guerres. Y compris sur le sol national pendant la guerre d'Algérie avec les attentats que l'on a connus. Et que notre génération a malheureusement connu également à partir de 2015. Rien à voir donc avec le fait de se réunir dans un bar ou de glisser un bulletin dans une urne, ou même de coller une affiche. C'est dire l'état de décomposition du mental du Français moyen depuis tout ce temps. Et le travail qu'il va être nécessaire de faire pour les convaincre de sortir de cette idéologie mortifère, de cet instinct de mort, et de viser quelque chose de plus positif. D'espérer, de croire et de combattre. Vraiment, le combat qui est le nôtre devra être mené ici et maintenant, à la fois pour des questions d'ordre moral, je parlais de devoir, car nous ne saurions abandonner les terres sur lesquelles nos ancêtres ont versé tant de sang, mais également pour des raisons pratiques, car l'expatrié, fondamentalement, est un solitaire. Il est seul en France, souvent, il fantasme des choses que pour lui apporter une éventuelle expatriation, et fuit donc cette solitude en devenant un apatride, un expatrié dans d'autres longitudes, et devient d'autant plus solitaire qu'il vit dans des pays qui ne le ressemblent pas. L'homme n'est pas un solitaire, il ne survit pas sans son clan, car l'engagement c'est aussi ça. Une troupe, une bande, une communauté, appelez ça comme vous voulez, inutile de le théoriser, en général ça se fait naturellement quand on milite ensemble. Et c'est une source formidable d'opportunités sur le plan personnel. On rencontre des gens d'autres milieux sociaux, d'autres tranches d'âge, des figures qui peuvent nous inspirer, nous guider, des parcours, des carrières et des trajectoires de vie auxquelles nous n'aurions pas nécessairement pensé, des mentalités différentes également, des générations, donc, comme je le disais, qui se côtoient, et de véritables transformations personnelles peuvent en découler. Je pense, à titre personnel, doire beaucoup de ce que je suis actuellement aux gens que j'ai rencontrés depuis mes 18 ans, âge de mon premier engagement. Mon parcours actuel, mes études, mon futur diplôme et sans doute ma future carrière doivent beaucoup aux rencontres que j'ai faites en m'engageant et en militant. Elles me sont apparues comme évidentes au contact de camarades avec qui j'ai pu avoir de franches conversations au quotidien sur le monde du travail, sur l'éthique de vie, sur les études, sur l'avenir, etc. Alors me direz-vous, pourquoi passer par la politique? Il est tout à fait possible de rencontrer des gens sains qui nous tirent vers le haut en passant par son club de bridge. Oui, sans doute. Mais la politique étant un tabou de l'existence, au même titre que la religion, lorsqu'il est levé, on fréquente des gens ayant les mêmes opinions que soi. On est souvent surpris en fait de voir à quel point on a en commun sur la philosophie de vie en général. On parle plus librement. Ce sont globalement des relations d'une immense qualité que l'on se fait en militant et en s'engageant. En fait, je dirais que la principale qualité de s'engager en politique, et ça va peut-être en surprendre certains, mais vous comprendrez que j'ai raison, est d'avoir finalement moins besoin d'en parler. Lorsqu'on est entouré de gens qui ont nos idées, on est en détente. On peut parler de sujets plus triviaux, on peut discuter, voilà, jeux vidéo, gonzesses, enfin ce qui vous intéresse. La politique, c'est un facteur d'élévation et de mobilité sociale. C'est une manière de se rassembler autour de gens qui sont sains et qui ont en commun avec nous. Et plus de mobilité géographique, c'est de mobilité sociale, dont on joint ceux qui fuient la déprime en partant en Europe de l'Est. Donc j'invite tous les jeunes Français de mon âge à militer, à aller à la rencontre du terrain, aller à la rencontre du milieu tel qu'il est, non pas pour ce qu'ils le fantasment, mais ils verront, ce sera une expérience qui changera fondamentalement leur vie, leur manière de voir les choses.
Concernant le militantisme en lui-même, à présent, il peut prendre des formes assez variées. Le militantisme, ce n'est pas uniquement se rassembler à l'occasion d'élections pour coller des affiches et distribuer des tracts. Nous sommes des nationalistes et à ce titre, nous valorisons les idées au-dessus de tout, puisque nous sommes des idéalistes, à notre manière évidemment, avec la dose de pragmatisme que cela peut impliquer, mais des idéalistes tout de même. Et en tant qu'idéalistes, nous avons tous des idées, des convictions bien plantées qui sont muables, granitiques et qui demeurent les mêmes à travers le temps, qui ont vocation à être répandues sans se limiter à des éléments de langage verbeux des grands partis de gouvernement à l'époque des élections. Idées donc que l'on veut répandre autour de soi dans le cercle personnel, familiaux, voire même professionnel si la circonstance s'y prête. Nous devons être des ambassadeurs convaincants, en étant des individus auxquels les gens à la fois peuvent s'identifier et veulent s'identifier. Militer, c'est aussi construire et entretenir une image de soi qui, de façon passive, joue une influence sur son entourage. Nul besoin d'haranguer en permanence son entourage sur la politique ou de lui faire la leçon. On connaît tous ce personnage du syndicaliste d'extrême gauche au boulot qui casse les couilles à tout le monde pendant la salle de pause et qui donne son opinion sur l'actualité en permanence sans y avoir été invité. Non, nul besoin d'être un emmerdeur de cet acabit pour servir ses idées, bien au contraire. J'ai, à titre personnel, là aussi, lors de ma candidature aux élections législatives, l'exemple d'un collègue qui a découvert mes opinions tout à fait par hasard. Je n'en parlais pas au travail. Il a manifesté de la curiosité pour ce que je pensais, étant donné que je n'en faisais pas étalage. Il m'appréciait par ailleurs pour des qualités d'ordre professionnel, car il me trouvait sérieux, productif, puis affable au quotidien. Et finalement, alors qu'il n'avait pas spécialement d'avis sur la politique, m'a dit « c'est sûr, je voterai pour toi ». Tout est dit. Nul besoin de théoriser au-delà du nécessaire la politique pour militer. Il suffit avant tout de faire un travail sur soi. Et là aussi, la politique nous pousse à changer, à devenir quelqu'un de meilleur. Être un individu complet, tout en étant un militant dans un parti politique de la droite nationale, c'est servir ses idées, se servir soi-même à la fois. Tout d'abord, car l'engagement public, sous son vrai nom, sous sa vraie image, c'est une forme de maturité. Ça fait mûrir la vie intérieure que l'on a en la transfigurant de façon concrète. Avoir conscience de cet aspect, c'est aussi prendre conscience que la variété de profils que l'on trouve dans nos milieux et que je mentionnais tout à l'heure est une force, car elle nous permet de nous adresser à autant de segments de la population française. Comme je le disais, dans cette salle, il y a face à moi des profils d'âge variés, de professions variables. Tout un chacun a une niche à laquelle il est susceptible de parler au quotidien. Un ingénieur d'une quarantaine d'années va davantage parler à des ingénieurs d'une quarantaine d'années. Un étudiant, un actif comme je le suis, de 23 ans, va peut-être plus parler à des étudiants et des actifs situés dans la vingtaine. Autant de profils donc susceptibles de servir nos idées auprès de milieux socio-professionnels si différents les uns des autres. Et la dernière présidentielle l'a illustré. La politique, l'élection, c'est avant tout une affaire d'affect, d'affinité et de classe. Houellebecq le disait. Bon, c'est pas un militant de la droite nationale, on est d'accord, mais là-dessus il avait raison. C'est pourquoi je le plaide pour que notre famille de pensée, et plus précisément le Parti de la France, garde l'ambition de parler à tous les Français, de thèmes qui leur sont proches et en raccord avec leur quotidien. Comme je le disais plus tôt, nous sommes des idéalistes, nous sommes des nationalistes, nous avons des idées qui se maintiennent à travers le temps, mais nous devons de ne pas être hors sol. Et c'était aussi, comme le disait très bien Thomas, le sens de notre posture à la dernière présidentielle, où nous avons pragmatiquement soutenu la moins pire des options qui se présentaient à nous, au premier comme au second tour. Nous sommes un parti politique, et à ce titre, nous avons la responsabilité de nous positionner lors des échéances qui l'exigent. Le militantisme, pour résumer, prend des formes diverses et variées. C'est un engagement constant tout au long de l'existence qui s'adapte à ses aléas. Ce n'est ni un travail d'esclave qui consiste à enchaîner les actions telles que le collage d'affiches ou la distribution de tracts, ni une apparition sporadique aux élections une fois tous les 5 ans. C'est quelque chose qui accompagne et guide la réflexion personnelle, tout en la concrétisant et en la faisant prendre en maturité. Le fait de s'engager dans un parti, c'est aussi s'intégrer à un corps, dans une société qui voudrait isoler l'homme de ce corps, le dépouiller de son clan, le dépouiller de sa communauté. C'est à la fois un devoir moral pour les raisons que j'ai énoncées précédemment, et une opportunité, sur le plan personnel, d'intégrer une aventure et de se faire des camarades et amis pour toujours. Je terminerai à ce sujet sur une note d'ordre plus spirituelle. Nous combattons pour la vérité, pour la beauté, pour la justice, et à ce titre, nous n'avons finalement rien à craindre pour notre avenir, dans cette vie ou la suivante. Cette lutte paiera. Haut les cœurs, en avant la victoire, maître chez nous. Merci de votre écoute.